Emmanuel Macron a donc annoncé hier soir, vous le savez, une accélération du déconfinement avec notamment réouverture des écoles à partir du 22 juin, réouverture dès aujourd'hui des bars et des restaurants en Ile-de-France. Est-ce que c'est de nature à accélérer justement la reprise de l'activité? On en parle avec vous, Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Le fait que la France se déconfine plus vite, on l'a compris, accélération, parce que l'épidémie pour l'instant, il nous l'a rappelé ce matin, Olivier Véran, sur LCI est sous contrôle. Est-ce que vraiment c'est de nature, c'est psychologique ou c'est vraiment de nature à filer un coup de fouet, un dopant et d'accélérer? Parce qu'il faut accélérer la reprise, nous dit Emmanuel Macron. Ah non, c'est de nature à accélérer la reprise. Alors il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu d'accélérer la reprise tout de suite et cet été, en particulier vis-à-vis du secteur du tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le transport. Donc il faut pas perdre la saison en quelque sorte. Et elle est très attendue, en particulier par les restaurateurs. Puis il y a un autre enjeu qui est que tout reprenne vraiment complètement à la normale à la rentrée, en septembre. Et là, une des clés, c'est l'école. C'est-à-dire qu'il faut remettre l'école en route parce qu'il reste peu de semaines d'école avant les vacances. Donc on pourrait se dire à quoi bon, mais en fait si, parce que voilà, ça va servir à remettre l'école en route avant les vacances, peut-être un peu limiter la casse en matière de décrochage scolaire, et puis surtout s'assurer que dès septembre, à la rentrée scolaire, tout le monde sera en ordre de marche, que les écoles fonctionneront, que les professeurs seront là, les élèves seront là, et donc que les parents n'auront pas à garder leurs enfants. D'accord. Voilà. Et si les parents n'ont pas à garder leurs enfants, on l'entend, mais oui, ils peuvent aller travailler. Certes. Après, parce qu'on sait que toute la France est en vert et que notamment l'Île-de-France est passée en zone verte, est-ce qu'on va tous se ruer, consommer plus, voyager plus pour autant? Oh ben ça, c'est l'inconnu. Voilà. Donc c'est l'inconnu. Mais en même temps, pour que ça se produise, voilà, il faut lever les restrictions. Voilà, nécessaire. C'est une condition nécessaire. Alors est-ce que ça va être suffisant? On n'est pas sûr. Bon, maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est voilà, les Français ont accumulé de l'épargne, pas tous, mais quand même un certain nombre. Il y a plein de chiffres qui circulent autour de cette épargne. Alors vous avez calculé 55 milliards, après j'ai entendu 80, la Banque de France dit 100 milliards à horizon de fin d'année. Oui, alors en fait, c'est à peu près les mêmes chiffres. Donc 55 milliards, c'est sur les 8 semaines de confinement. On a ajouté à ces 55 milliards, en gros 25 milliards pour la partie déconfinement, donc celle qui a commencé le 11 mai. Donc on est à 80. Donc on arrive à 80. Pour la Banque de France, on continuerait d'accumuler de l'épargne jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de reprise de la consommation et il y aurait toujours une consommation plus basse, y compris après la rentrée. Donc ça, c'est un scénario qui est assez noir, en fait, en termes de consommation. Donc, voilà. Mais la question est de savoir, cette épargne qui s'accumule ou qui s'est accumulée jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle va se redéverser ou pas? Bon, il y a quand même quelques chances, hein, je veux dire. On voit quand même que les gens sont retournés dans les concessions automobiles et qu'ils achètent des automobiles. Alors, pas simplement parce qu'il y a un plan de soutien, mais aussi parce qu'en fait, ils n'ont pas acheté d'automobile pendant 2 mois, qu'ils ont accumulé un peu d'argent, et qu'ils peuvent avoir besoin de l'automobile pour différentes raisons. À commencer pour ne pas prendre les transports en commun, qui restent un peu le point d'inquiétude pour tout le monde en matière de transmission du virus. Donc voilà, on ne sait pas, on n'a jamais observé ce genre de situation, c'est tout à fait inédit. On n'a pas d'exemple dans des pays étrangers où on a pu vraiment construire un scénario à partir de ça. On a quelques éléments plutôt encourageants qui sont la reprise des transactions bancaires, par exemple, enfin des cartes bancaires, alors juste après le confinement, avec dans un certain nombre de secteurs un effet de rebond. C'est-à-dire qu'on est à des rebonds en partant d'une base très basse. Non, on est à des niveaux qui sont supérieurs à ceux d'avant le confinement. C'est-à-dire en fait, il y a un rattrapage dans certains secteurs, par exemple l'équipement de la maison, il y a un rattrapage de ce qui n'a pas été dépensé pendant le confinement. Donc ça plaide pour une libération de cette épargne, une consommation de cette épargne, au moins pour certains biens. L'inconnu pour le moment, c'est quand même comment le secteur de la restauration va redémarrer dans un contexte très particulier, avec le tourisme en moins quand même, hein, le tourisme international en moins, qui va nous faire perdre beaucoup de clientèle. Et un virus qui n'a pas disparu, comme un virus qui n'a pas disparu, rappelé, il est sous contrôle, mais il n'a pas disparu. Des mesures prophylactiques dans les restaurants qui vont rester assez contraignantes. Alors peut-être qu'elles vont se relâcher progressivement, malgré tout. Enfin, quand on se promène dans les cafés à Paris, on s'aperçoit que ça ne préoccupe pas tout le monde, la distance de 1 mètre entre les tables, par exemple. Mais bon, donc, il est possible que ça se relâche et qu'il y ait un retour à la normale
avec au final un été qui peut être assez festif, hein, c'est-à-dire oui, des gens qui ont été frustrés pendant plusieurs mois de sortie. Qui n'auront pas encore la tête dans cette rentrée qui peut-être s'annonce compliquée aussi. Voilà, et qui auront peut-être envie de se changer les idées, qui auront un peu d'argent à dépenser, et donc ça peut nous donner au total une reprise assez forte, au moins dans quelques secteurs. Donc voilà, on ne sait pas, on va regarder ça avec beaucoup de détails. Il ne faut pas être exagérément pessimiste, il ne faut pas être non plus trop optimiste, mais le préambule, la condition nécessaire, c'est bien de lever les restrictions, de passer un message. Voilà, il y a une phrase que le président a employée, c'est le plaisir d'être à nouveau ensemble. Bah oui, voilà, il faut passer ce message qui est de dire, voilà, on n'est plus dans la distanciation, on est dans le rapprochement. Ouais. Après, il y a eu ce chiffre aussi qui est sorti par le président hier soir. Il nous parle de 500 milliards d'euros de mobilisés pour sauvegarder les entreprises, pour le coup, et les salariés. Bon, après, dans l'absolu, la facture du quoi qu'il en coûte, c'est pas mal. Elle est lourde. Elle est lourde. Mal. 500 milliards, pour les gilets jaunes, 17 milliards, ça a été compliqué. Là, c'est 500, mais sur les 500, il faut rappeler que ce n'est pas 500 milliards de crédits nouveaux. Sur les 500, les vrais crédits nouveaux, si je me réfère à la projet de budget rectificatif présenté mercredi dernier au Conseil des ministres, c'est 134 milliards d'euros. C'est pas 500. Et donc le reste, ce sont des prêts garantis par l'État. Voilà, ce sont des garanties apportées à des prêts. Ouais. Donc c'est des choses qui coûtent rien en fait. Si tout se passe bien. Sauf s'il y a un défaut. Donc quand l'État prête 5 milliards à Renault, bah, si Renault ne fait pas défaut et l'État demande quelques garanties pour que Renault ne fasse pas défaut, bah, en fait ces 5 milliards peuvent même représenter un petit bénéfice pour l'État. Parce qu'il peut y avoir une petite rémunération associée à cette garantie. Voilà. Donc la vraie facture, c'est pas 500 milliards, c'est 134. C'est 134. Quand on met, quand on met bout à bout. Le travail, le chômage partiel, enfin l'activité partielle, quand on met les reports, les annulations de créances. Alors les annulations fiscales, les reports de créances, c'est une autre chose qu'on ne peut pas comptabiliser comme un crédit nouveau, parce qu'il faudra les payer. Quand c'est des annulations de créances, oui, mais les reports de créances, ça n'est jamais qu'un report. Donc, puis tous les plans de soutien, on l'a vu à l'aéronautique, alors, tous les plans de soutien, voilà, après, il y a une façon de calculer les plans de soutien qui est toujours assez avantageuse. Si on se compare par rapport aux autres, parce que souvent on a entendu, oui, on avait l'un des plans de soutien d'urgence français était l'un des plus massifs. Est-ce que c'est vrai quand on se compare en regardant uniquement les crédits accordés et pas sur les garanties faites sur les prêts? Alors, ce que vous dites est important, il faut faire abstraction des garanties, parce que bon, il y a un effet multiplicateur en fait qui est énorme, et donc c'est plus une affaire de présentation qu'une réalité. On est, disons, alors, on est parmi les pays développés, parmi ceux qui ont eu les plans de soutien les plus importants, même si on a un plan de soutien qui est bien moins important que celui de l'Allemagne, par exemple. Par contre, on a parmi les pays développés, et d'ailleurs l'Allemagne fait partie de cela aussi, on fait partie des pays qui ont mis un plan de soutien très en amont, avec beaucoup de chômage partiel par exemple, à l'opposé des États-Unis, où il y a un plan qui est annoncé, qui sera massif, mais qui va plutôt se déployer sous forme d'une relance à partir de septembre. Or, en mettant un plan sous forme de chômage partiel très en amont, ça permet d'en augmenter énormément l'efficacité. Alors c'est pour ça qu'on attend avec impatience ce qui va se passer en matière de reprise pendant cet été à la rentrée, parce que en fait, le pari qui a été fait, c'était de vraiment conserver au maximum le tissu économique, limiter les dégâts, accumuler cette épargne. Certains disent que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça a du mal à redémarrer, parce que les chefs d'entreprise, voyant des chiffres d'affaires qui ne sont pas revenus au niveau d'avant-crise, se disent « Oh là là, on va encore profiter, entre guillemets, du système de chômage partiel ». Il y a une incitation à ne pas reprendre. C'est pour ça que le chômage partiel a été un peu durci dans ses conditions d'application, avec une part des entreprises un peu plus importante. Et puis qu'il y a tout un tas de messages qui sont envoyés aujourd'hui sur la reprise de l'activité, la levée des contraintes. Bon, il y a quand même les coûts fixes dans les entreprises, qui obligent les entreprises, pour couvrir ces coûts fixes, à reprendre une activité. Donc, on peut estimer qu'il y a quand même des puissantes incitations à la reprise d'activité, malgré tout. Et si le tissu économique a été bien préservé, on devrait avoir une reprise assez vigoureuse. Alors ça, on le verra dans quelques mois, mais on pourra comparer entre les pays. Une comparaison qui sera extrêmement instructive, c'est la comparaison entre des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie. Pour l'instant, ce n'est pas notre avantage en termes de récession dans ce qui est prévu sur 2020. On fait partie des pays, et c'est vrai quand même, on va subir la plus grosse récession dans le monde. On reparlera des prévisions qui ont été faites. Non, mais pour l'instant, avec ce qui a été fait par les grands, on parle de l'OCDE, on parlera des prévisions qui ont été faites de la Banque de France, on ne parle pas de Zozo. Oui, mais on en reparlera, parce que c'est assez intéressant, et je pense qu'on se rend mal compte des incertitudes qu'il y a derrière, et je pense que la communication qui a été faite sur ces
sur ces scénarios de prévision. Après, l'OCDE est prudente aussi, puisque voilà, il faut faire très attention. Il y a différents scénarios en fonction de mais même la Banque de France a plusieurs scénarios qui sont extrêmement différents. C'est-à-dire, enfin, pour la Banque de France, il y a des scénarios qui vont entre -7 et -16. Ouais. C'est grand quand même, hein, comme fourchette, -7, -16. C'est du jamais vu, mais c'est à l'image de ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est du jamais vu. Hein. D'avoir des prévisions qui, dans un rapport de quasiment de 1 à 2,5, enfin c'est... De 1 à 2,5, quand on est en plus sur des récessions qui sont massives, c'est-à-dire des choses qu'on n'a jamais vues dans le passé. Donc la France pourrait mieux s'en sortir que ce qui est prévu pour l'instant en termes de croissance. Elle pourrait, bien sûr qu'elle pourrait. Je veux dire, l'incertitude à laquelle on fait face, les enjeux qu'il y a de la réutilisation de cette épargne. C'est le consommateur. On revient à l'idée que tout est dans la main aujourd'hui des consommateurs. C'est dans la main du consommateur, donc c'est pour ça que c'est difficile à anticiper, c'est pour ça que c'est difficile à prévoir. Il y a des tas d'arguments qui peuvent faire que les consommateurs gardent leur argent par précaution, pour se préparer au pire, ou par crainte d'une montée des impôts. Enfin, oui, le gouvernement, par exemple... Il n'y a pas de hausse d'impôts, vous avez écouté le président hier. Qui a été... Alors, enfin, le président l'a dit hier, mais Darmanin et le maire l'ont dit la semaine dernière et la semaine d'avant. Enfin, c'est un message qui a été passé quand même sur à peu près tous les tons, à peu près tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc, si les gens n'ont pas compris qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts... en 2021 et 2022. Voilà, c'est ça. Vous avez compris que ce serait en 2021 et en 2022. Voilà. Mais vous êtes trop malin. Je lis entre les lignes. On se quitte là-dessus juste. Le président qui a ajouté, il faudra travailler, produire davantage. Ça, c'était intéressant parce que pour le coup, ça reste un peu flou, mais le signal est clair quand même. Hein. Alors, ça reste un peu flou, le signal est clair. J'entendais Bruno Le Maire ce matin à la radio, qui donnait une tonalité un petit peu différente à ce travailler plus. Parce qu'en fait, travailler tous. Voilà, il disait travailler tous. Donc, sous-entendant qu'il fallait arrêter avec le chômage partiel, enfin, le chômage qui a été lié à la fin des contrats courts, la fin de l'intérim, et puis le chômage éventuellement qui pourrait découler des licenciements. Donc voilà, il faut que tout le monde travaille. Et ça c'est l'objectif de la rentrée. Et donc pas nécessairement de travailler plus, de gagner moins ou de gagner autant, d'accéder à la demande du MEDEF, hein, pour être très clair, qui demandait à ce que, en quelque sorte, on considère que ce confinement a été un peu des vacances et qu'il faut rattraper ces vacances maintenant à la rentrée, sans rémunération supplémentaire. Bon, c'est pas exactement ce qui était dit par Geoffroy Roux de Bézieux, mais dans l'idée, c'était un peu ça. C'est ça quand même l'idée. Hein, voilà, vous avez été en vacances pendant le confinement et maintenant, les gars, il va falloir retravailler. Bon, voilà. En tout cas, sur le travailler et produire davantage, devra trouver, à mon avis, peut-être des mesures plus concrètes dans le cadre de son prochain discours, à mon avis. Peut-être qu'on aura plus de choses. Oui, et puis je pense que le gouvernement sera aussi en charge d'appliquer un certain nombre de mesures. Bon, il y a tout un volet aussi, pour le moment, qui est un peu flou, qui est la question de la relocalisation d'un certain nombre d'activités, qui risque d'être un chantier assez intéressant en matière de politique industrielle en France et en Europe. On en reparlera. Merci en tout cas. Oui, on en reparlera, bien sûr. Il y a intérêt. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier, bonne semaine. Merci beaucoup David. Bye.